Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas faire plus vite qu'il fallait, mais c'était faire mieux. Aujourd'hui, on cause avec Vincent Briand, cofondateur de Deepkey. C'est un spécialiste des audits énergétiques dans l'immobilier. Au cœur de notre discussion, on a la refonte de l'identité visuelle et du positionnement de Deepkey pour que le marché comprenne que l'entreprise est leader sur son secteur. On nous disait beaucoup, Deepkey c'est moderne, c'est sympa, vous donnez beaucoup de sens à votre activité, mais vous avez encore une communication de start-up, vous êtes encore un petit acteur. On cause également en détail de la labellisation Bicorp qui leur a pris 1 an, du gros défi de l'internationalisation et enfin d'un partenariat clé avec Clépierre dont il nous raconte une des astuces de communication les plus efficaces du moment. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Vincent, hyper contente de t'accueillir sur le podcast Business Positif. Salut Mélodie, très heureux d'être ici aussi. Alors, on va parler aujourd'hui en 30 minutes de plein de choses parce que vous avez vraiment plein de choses à raconter chez Deepkey. Donc, je suis vraiment très, très contente de pouvoir enregistrer avec toi aujourd'hui. Et je veux bien d'ailleurs qu'on commence avec ton déclic, que tu nous racontes comment t'en es arrivé à lancer Deepkey. Avec plaisir, tu sais, moi, dans mes études, j'ai toujours été intéressé par l'impact environnemental. Lorsque j'ai commencé à travailler pour des entreprises, je me suis dit, je vais travailler dans un cabinet de conseil. Comme ça, je vais conseiller aux entreprises et aux collectivités de mettre en place les bonnes actions qui vont avoir un impact sur le changement climatique et sur l'environnement. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, parce que sur 10 recommandations, eh bien, les entreprises, les collectivités n'en retenaient qu'une. Alors je me suis dit, je vais faire mieux, je vais faire beaucoup plus, je vais aller chez les gens qui réalisent, des installateurs, des mainteneurs en électricité, en énergie, pour que qui proposent des solutions qui permettent de faire des économies. Et puis, c'était bien, on a fait plein de choses, mais ça allait pas suffisamment vite à mon goût. Alors je me suis dit, bon, si je crée une entreprise qui va permettre d'aller encore plus vite, et c'est là où j'ai rencontré mon associé Emmanuel Blanchet. On a créé Deepkey. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas faire plus vite qu'il fallait, mais c'était faire mieux. Et aujourd'hui, on essaye de faire mieux. Trop bien. Donc du coup, ça a été un vrai cheminement que tu as pu suivre pour arriver à cette histoire. D'ailleurs, que tu as lancé en quelle année ? Enfin, que vous avez lancé en quelle année ? Nous avons lancé Deepkey en 2014. Ok, trop bien. Écoute, raconte-nous tout. C'est quoi Deepkey ? C'est qui ? C'est quoi la mission ? C'est quoi l'activité ? C'est quoi l'ambition de l'entreprise ? Deepkey, sa mission, c'est en tant que leader de l'ESG, c'est d'accélérer la transition des acteurs de l'immobilier vers ce qu'on appelle le zéro carbone, vers plus de durabilité. L'immobilier, c'est près de 40% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Parce que la façon avec laquelle on construit les bâtiments et la façon avec laquelle on utilise les bâtiments, tout ça, ça émet beaucoup de CO2. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne les propriétaires et les occupants de patrimoine immobilier pour qu'ils construisent leur stratégie zéro carbone en leur mettant à disposition une plateforme SaaS, une plateforme logicielle qui est collaborative. Et on ajoute des services d'accompagnement et de conseil pour les aider, en fait, tout d'abord à y voir plus clair sur la performance de leur patrimoine, ensuite qu'ils construisent leur plan d'action, leur plan d'investissement et enfin qu'ils mesurent l'impact réel. Et aujourd'hui, on est 150 personnes à faire ça et notre rêve le plus cher, c'est que tout l'immobilier se mette à tendre vers le net zéro d'ici 2050 le plus vite possible. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux me citer quelques-uns des acteurs de l'immobilier avec lesquels vous bossez pour qu'on se rende compte un peu concrètement de ce que vous faites ? Oui, on travaille aussi bien avec des assureurs comme AXA ou comme Generali, ou alors des banques comme BNP ou CMCIC, ou encore comme des foncières ou des acteurs asset managers comme Clépierre, La Française ou encore Invesco. Et en fait, tous ces gens-là ont des patrimoines immobiliers et ils ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Ils ont plusieurs centaines, plusieurs milliers de bâtiments. Et nous, on les aide à savoir quel bâtiment il faut rénover en priorité pour éviter que les bâtiments ne perdent de la valeur lorsqu'il faudra à un moment donné les revendre. Ok, hyper clair. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction efficace. Moi, j'ai bien compris, je pense que les auditeurs aussi, vraiment ce que c'est votre métier et l'enjeu
auxquels vous répondez, auxquels vous apportez des solutions concrètes. On va parler un peu des leviers marketing que vous avez mis en place, marketing, communication, et on peut commencer par ce point hyper intéressant dont on a parlé là juste avant, de la création d'un groupe de travail RSE sur le bilan carbone de Deepkey. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer dans quel cadre il y a eu la création de ce groupe de travail, à quoi ça a répondu, et puis ce que ça a pu générer en interne de positif? Oui, notre métier, c'est aider les entreprises à améliorer leur empreinte ESG, leur empreinte environnementale, mais ça ne veut pas dire que ça nous dédouane, nous, de faire aussi des choses sur cette question-là. Et donc, on a mis en place un groupe de travail RSE qui, notamment cette année, a travaillé sur le bilan carbone de l'entreprise parce qu'il y avait un sentiment qu'on ne faisait pas assez. C'est amusant, mais on a beau travailler tous les jours dedans, on avait quand même des retours des équipes qui nous disaient mais est-ce qu'on en fait suffisamment sur l'environnement? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on a un impact positif? Et cette question est hyper légitime de savoir si on émet beaucoup de CO2, si on est neutre en CO2. Eh bien, ça nous a permis, en faisant ce bilan carbone, de réconcilier en fait les actions qu'on réalise avec la perception que chacun en avait en interne. Et l'excellente nouvelle qu'on a découvert, c'est que bien qu'on émette des émissions de CO2 par les déplacements, par les ordinateurs qu'on utilise, les serveurs qu'on utilise, etc., eh bien, en réalité, et même s'il y a des actions d'amélioration qu'on a identifiées, il faut qu'on continue à mettre en œuvre, eh bien, en réalité, on est carbone négatif, c'est-à-dire qu'on aide nos clients à réaliser plus d'économies de gaz à effet de serre que réellement on en émet. Et la différence est énorme, et donc ça nous a rassurés aussi. Oui, et puis ça donne aussi un sentiment de fierté à l'équipe qui, j'imagine, est aussi moteur pour continuer les actions, quoi. Exactement. Ça permet vraiment, encore une fois, de faire en sorte que tout le monde partage cette vision commune qui est que on peut s'améliorer au quotidien, et on doit d'ailleurs, on doit commencer, avant de changer le monde, commençons par se changer nous-mêmes, mais ce qu'on contribue à faire chez nos clients a beaucoup plus d'impact, et ça c'est une super nouvelle que réellement ce que nous on aimait. Et on va en parler un peu plus après quand on va parler du sujet Bicorp, parce que ce groupe de travail a aussi participé à ça. Avant ça, je veux bien qu'on fasse un petit zoom sur cette strate de com externe dont tu m'as parlé et oui, qu'on puisse entrer un peu plus dans ce sujet, qui était la définition d'une nouvelle identité visuelle, qui est souvent, soit c'est un sujet qu'on reporte à plus tard parce que ça semble en même temps secondaire ou bien un peu complexe, et donc on se dit qu'il y a toujours mieux à faire avant. Et en même temps, ça peut être vraiment très game changer en fait pour certaines entreprises. Donc, je veux bien que tu nous en parles un peu plus. Oui, cette année, nous avons décidé de refondre notre identité visuelle et notre positionnement. Et donc, on s'est fait accompagner par des experts en la matière, et ce sont des équipes internes marketing qui ont piloté la démarche. Et en fait, on faisait le constat que la perception que le marché avait, nos clients, les personnes qui candidataient chez Deepkey, etc., n'étaient pas à l'image de ce que nous faisions. On nous disait beaucoup Deepkey, c'est moderne, c'est sympa, ça vous donnez beaucoup de sens à votre activité, mais vous avez encore une communication de start-up, vous êtes encore un petit acteur, et puis que pensez-vous de tel acteur qui était 10 fois plus petit que nous? On se dit, c'est pas possible, on fait beaucoup de choses, on est déjà leader de notre marché, et on s'est rendu compte en faisant l'étude d'ailleurs de positionnement qu'on était leader à l'échelle mondiale. Personne aujourd'hui n'a plus de chiffre d'affaires ou de clients ou de salariés que nous dans ce domaine, et donc on s'est dit, on doit réaligner ce que nous sommes avec ce que le marché perçoit de nous. Il fallait un peu qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte en matière de communication, et c'était l'objectif. Et donc, on a voulu affirmer un positionnement, une identité visuelle plus sereine, plus posée, beaucoup moins jeune entreprise, beaucoup moins scale-up, et beaucoup plus entreprise établie qui a de l'impact sur son marché. Et aujourd'hui, avec nos 150 salariés, nos 5 bureaux en Europe, les 38 pays dans lesquels on intervient, nos 250 clients, on avait besoin de passer ces messages sans basculer dans la prétention, mais au contraire dans voilà qui nous sommes, et on a le droit aussi d'être fiers de ce qu'on est, et pas uniquement de s'excuser parce que on veut bien faire les choses. Voilà. Et d'ailleurs, tu me disais, c'est hyper intéressant qu'il y a des acteurs plus petits que vous aux US qui n'hésitent pas à... et je te disais que justement, j'avais déjà entendu ça d'autres personnes avec qui j'avais échangé, cette peur de trop en faire, justement, d'être prétentieux. Et donc, du coup, on reste humble et on ne dit pas ce qu'on fait. Et à côté de ça, vous avez vu des concurrents aux US qui parlaient partout alors qu'ils avaient fait beaucoup moins que vous au final et qu'ils étaient plus petits, quoi. Ben oui, c'est ça. On dit souvent de manière un petit peu désagréable auprès de nos amis américains que on communique comme des Américains, que certains communiquent comme des Américains.
Et en fait, on a quand même, en toute humilité, beaucoup de choses à apprendre des États-Unis, les process commerciaux, mais aussi la capacité de communiquer et d'avoir un marketing très percutant pour des cas d'usage qui sont extrêmement simples. Et nous, quand on voyait nos concurrents américains, on se disait, oh là, ils cartonnent, les gars, ça doit aller à une vitesse pas possible, ils sont énormes et tout. Et puis en faisant l'analyse du positionnement, on s'est rendu compte que non seulement ils avaient un tiers de chiffre d'affaires de moins que nous, mais qu'en plus, ils étaient moitié moins, enfin un tiers de moins aussi en effectif, et qu'ils avaient beaucoup moins de clients. Et donc, on s'est dit qu'on avait beaucoup à apprendre de la façon dont ces entreprises communiquaient pour qu'on puisse se retrouver à une image qui soit plus représentative de ce qu'on fait réellement. Et effectivement, c'est pas tout d'être intelligent et de faire des choses pertinentes. C'est mieux de savoir bien les montrer. Et on a un peu tendance, les entreprises françaises, c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, et c'est un peu cliché, mais en réalité, à faire des choses pertinentes, complexes, utiles, mais qu'on met mal en valeur. Et en fait, là, il fallait être très factuel aussi, peut-être. Eux, ils arrivent plus à aller dans l'émotion et dans le storytelling. Nous, on va plus raconter les faits, les résultats, et au final, ça touche moins aussi. Exactement. Et est-ce que tu aurais des petites clés de ce que vous avez mis avec ce travail de définition de la nouvelle identité visuelle? Est-ce que tu aurais des clés un peu à nous partager de choses que vous avez comprises, que vous avez pu utiliser, où vous avez vu qu'effectivement, il y avait une modification de la perception du marché? Tout simplement, d'affirmer nos chiffres. On n'ose pas affirmer nos chiffres parce qu'ils changent tout le temps. Et parce qu'on a peur d'être pris en défaut. J'ai entendu ou j'ai lu sur tel site ou dans tel article que vous aviez 500 connecteurs, vous me dites que vous en avez 700 maintenant, mais vous en avez combien réellement? Et en fait, avoir une politique qui soit unifiée avec toujours les mêmes chiffres clés et qui soit partagée par tous, que ce soit dans la communication institutionnelle, la communication en avant-vente, la communication auprès des clients, que tout le monde partage la même réalité de ce que l'on est et qu'on assume cette réalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Eh bien ça, c'est très riche. Un autre exemple, c'est apprendre à communiquer un peu plus a priori. Nous, on n'osait pas, on communiquait qu'a posteriori. Une fois qu'on avait réalisé des économies avec des clients, que les clients avaient réduit leur impact CO2, là, on était fiers de communiquer. Et on n'osait pas communiquer a priori, lorsqu'on venait de signer un contrat. Et en fait, bien que je conseille vraiment la communication a posteriori parce qu'elle est très très puissante, mais il faut savoir oser dire tout simplement, on s'est fixé une ambition avec tel client, avec tel partenaire, et on a le droit d'en parler, c'est déjà le début de quelque chose. C'est clair. Ça sont des exemples. Hyper intéressant. Effectivement, on attend souvent d'avoir quelque chose à raconter, alors qu'on ne se rend pas compte qu'on a déjà quelque chose à raconter, en fait. Exactement. Et que le process est aussi intéressant. Super clé, merci beaucoup pour ces partages. Je veux bien qu'on continue un peu notre discussion autour de... Alors, on parlait d'un partenariat particulier, mais plus largement de ce sujet incontournable qui est la labellisation B Corp. Il y a plein d'entreprises qui viennent, donc c'est pas la première fois qu'on va en discuter, mais je trouvais ça intéressant qu'on plonge un peu dans la démarche que tu as bien détaillée justement, donc c'est-à-dire toute la démarche de pensée pour commencer, et puis comment vous avez fait pour concrètement le faire, et aussi quelles étaient les difficultés rencontrées, parce que c'est un vrai engagement que d'entamer cette démarche B Corp. Donc je te laisse nous raconter un peu ça et commencer peut-être par ce pain point dont on parlait juste avant. Oui, depuis notre création, notre métier, c'est rendre l'immobilier plus durable grâce à la data. Et en fait, la réduction de nos propres impacts, comme je te le disais, fait partie des sujets qui sont importants pour nous, autant que réduire l'impact de nos clients. Oui. Et donc, il est logique qu'on passe un peu de temps sur une démarche qui nous permette de nous améliorer, déjà qui nous permette de communiquer, d'affirmer notre alignement entre ce qu'on fait à l'externe et ce qu'on fait en interne, mais aussi qui soit une démarche un peu exigeante et qui nous tire vers le haut, parce qu'on a fait notamment... On a mis 3 ans à avoir la certification de sécurité informatique ISO 27001, qui était très, très importante pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte de la vertu de cette certification, c'est que ça nous a permis d'être sur un process d'amélioration continue et d'améliorer en permanence notre sécurité. Et on s'est dit, faisons de même avec un sujet et la labellisation B Corp, qu'on savait très exigeante. Les entreprises qu'on avait pu rencontrer témoignaient que c'était une certification, une labellisation difficile. Et donc, on s'est dit, allons-y. Surtout qu'on avait un investisseur qui était on a un investisseur qui est très engagé dans les initiatives d'entreprise à mission et qui lui-même l'avait déjà. Donc, il a pu nous accompagner, nous conseiller sur comment s'y prendre. C'était super. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire ça, être reconnu pour avoir cette certification et puis se mettre dans un processus d'amélioration continue. Et donc, là, on a constitué un groupe de travail qui a travaillé sur cette certification, qui a fait participer plusieurs personnes de l'entreprise. C'était animé
par Edith, qui est notre responsable RSE en interne. Et on Ok. y a passé du temps, beaucoup de temps, parce qu'il ne faut pas se contenter de déclarer des choses, il faut apporter des preuves. Il y a dans l'organisation Bicorp, lorsque vous passez en mode de vérification de la certification, vous avez un certain nombre de personnes qui vous contactent, un référent en particulier, qui vous demande des éléments tangibles pour illustrer vos propos. Ouais. Et en fait, alors c'est utile lorsque vous répondez la première fois, parce que vous dites, tiens, on n'a pas de charte fournisseur, mettons en place une charte fournisseur. Mais en fait, ça va énormément dans le détail, il y a énormément de choses à produire, et on ne se rend pas compte de l'effort en termes de temps et de charge de travail que ça représente. On a mis un an quand même à labelliser. Donc entre le moment où on se dit on y va et le moment où vraiment ils nous ont dit c'est bon, vous avez suffisamment pour avoir une note Bicorp. Est-ce que vous voulez continuer encore un peu ou est-ce que vous démarrez avec ça? Eh bien, il faut passer beaucoup de temps et mettre beaucoup de process en place. Et ce qui est difficile, c'est d'éviter, je trouve aussi, de ne pas tomber dans le process inutile, dans la paperasserie Oui. redondante et qui ne fait que complexifier le fonctionnement de Et se l'entreprise. mettre à faire plein de chartes dans tous les sens. Enfin, nous, on est en plein dedans aussi. Il y a un moment aussi où c'est vouloir du coup répondre à tout, alors qu'il y a des fois où peut-être que par rapport à la structure, il y a des choses. Il est tellement complet ce questionnaire qu'il y a des choses des fois où on peut aller vachement dans le détail, alors peut-être que c'est pas si pertinent pour sa structure, quoi. Exactement. Et savoir bien doser le niveau d'investissement parce que Oui, en soi, bien sûr, on aimerait tous avoir la meilleure note, mais en fait, oui, il ne faut pas avoir la meilleure note, il faut avoir une note qui suffit pour avoir la certification et ensuite se mettre sur un chemin d'amélioration. Et non, tout n'est pas indispensable dès le départ. Il y a des engagements sur la gouvernance, notamment pour une entreprise de taille moyenne ou de petite taille, qui sont démesurés par rapport oui, au fonctionnement de l'entreprise. Donc, il faut savoir choisir ses combats et se satisfaire déjà des points sur lesquels on est suffisamment bon pour être labellisé. oui. Oui, et puis c'est aussi une démarche communautaire. Donc, Oui. enfin, j'ai le sentiment que ouais, c'est important de le rappeler. C'est aussi une tendance, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans une démarche d'aller vers le mieux sur, au final, un peu une grille qui est commune à plein de gens, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et au final, souvent, on a envie d'être parfait, comme tu disais, alors que c'est pas non plus le sujet de ce genre de label. Personne n'est parfait aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. C'est vraiment pas le sujet et on est content, nous on est très fiers des résultats qu'on a obtenus à cette date. On Ouais, a notamment mesuré notre engagement sur 5 piliers qui étaient clés pour nous, qui étaient le bien-être des équipes, l'engagement bien sûr pour l'environnement, c'est notre cœur de métier, la gouvernance, la satisfaction client et puis comme tu disais, le lien avec les communautés, mais l'importance ouais, des communautés. Et aujourd'hui, quand on voit les retours que nous avons eus de la part de notre marché, notre écosystème, et en particulier de nos clients, on se dit qu'on a vraiment bien fait le faire et j'encourage toutes les entreprises à se lancer dans une telle démarche. C'est un petit peu d'investissement au départ, mais en termes de sens, en termes d'image et en termes d'amélioration des process, c'est vraiment, vraiment pertinent. ouais, c'est clair. Et tu nous disais d'ailleurs en bonne pratique de bien, quand on entame cette démarche, bien préparer, bien anticiper. Et bien anticiper aussi le temps que ça va prendre, mais aussi dans le bon sens du terme, c'est-à-dire y dédier un temps, euh, on va dire suffisant, et en même temps pas y mettre trop de temps non plus, réussir à trouver un équilibre, quoi. Exactement. Exactement. C'est mettre le bon niveau d'investissement par rapport à la maturité de l'entreprise. Ouais. Génial. Et ben au final on y vient maintenant. On se demandait si on allait parler de ça avant ou pas, et puis assez naturellement on est venu sur Bicorp. Je veux bien que tu nous parles de ce partenariat en particulier avec Clépierre, donc un de vos clients, que tu nous dises un petit peu ben, concrètement à quoi vous avez répondu comme problématique et comment ça s'est mis en place. Oui, bien sûr. Clépierre, donc, c'est une entreprise européenne qui a d'ailleurs des actionnaires américains, donc une entreprise internationale qui détient plus de 150 centres commerciaux dans plus de 15 pays, Ouais. en Europe, en Turquie, et qui, depuis déjà 6-7 ans, a une démarche extrêmement engagée en matière de ESG, en particulier de réduction des émissions de CO2 qu'ils ont réduit de 3/4 depuis qu'ils ont lancé cette démarche pour faire en sorte de limiter en fait l'impact sur le changement climatique notamment, mais de manière générale sur les questions ESG des centres commerciaux de cette enseigne, de ce gestionnaire. Et en fait, nous travaillons avec eux depuis 5-6 ans, Ouais. et c'est un acteur complètement clé dans ce domaine-là et pour nous parce que c'est un acteur qui a tout de suite eu une vision et de grandes ambitions. Et notamment récemment,
Donc, nous, on les aide, on leur fournit une plateforme logicielle pour les aider à avoir une vision globale de la performance ESG de leur patrimoine, pour construire les plans d'action, suivre les plans d'action, créer l'émulation entre les centres commerciaux pour que les centres se battent pour récupérer le plus d'informations environnementales et réduire le plus possible leur impact environnemental, mais aussi mesurer concrètement, si tu veux, l'impact. Et là, ce qu'on voit arriver de plus en plus, c'est les équipes des magasins qui n'ont pas toujours conscience de l'impact qu'ils ont de leurs émissions de CO2, mais aussi des locataires qui les enseignent, qui louent des locaux pour vendre dans le centre commercial et qui souhaitent avoir plus de visibilité sur l'impact environnemental en tant qu'enseigne dans le centre commercial. Et donc l'idée, ça a été de leur mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité qui apporte plus de valeur aux locataires en permettant aux locataires de se comparer, en faisant une comparaison statistique, mais la performance ESG de chacun des magasins. Donc chacun a accès et il peut se comparer, non pas aux magasins concurrents directs, parce que les choses sont anonymisées, mais par exemple, si je suis une enseigne de vente de parfums, eh bien, je peux me comparer à d'autres enseignes similaires de vente de cosmétiques ou de parfums en matière de performance, de consommation d'eau, de consommation d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie ou encore de déchets. Et ça a énormément de sens et pour le client et pour les bénéficiaires à la fin. Et ça apporte aussi du challenge. Donc, c'est aussi même une bonne pratique qu'on peut utiliser pour plein de secteurs. Un peu ce côté, alors c'est de la mise en concurrence dans le bon sens du terme, en tout cas du benchmark, hyper intéressant au service de ces sujets environnementaux, en fait. Exactement. En fait, c'est l'une des vertus, c'est de pouvoir utiliser l'émulation pour pousser les uns et les autres à se mettre à l'action. Il y a notamment une étude qui avait été réalisée en Californie il y a une vingtaine d'années alors c'est auprès de particuliers dans des logements étudiants, mais pour les pousser à réduire la consommation de ventilation et de chauffage et de climatisation de leur logement. Et en fait, ils avaient testé plusieurs méthodes. Ils avaient testé les universitaires pour pousser à l'action. Ils avaient dit, si vous réduisez votre consommation de chauffage ou de ventilation, vous allez réduire votre facture énergétique. Ou alors, si vous réduisez votre impact, vous allez être un bon citoyen américain. Ou alors, si vous réduisez votre impact, vous allez avoir un impact positif pour l'environnement. Et en fait, ça ne marchait pas très bien, ces trois actions. Et puis, ils ont tenté une quatrième communication qui était 80% de vos voisins réduisent leurs besoins en chaleur et génial. Dans leur logement lorsqu'ils vont se coucher. Ouais. Et ça, en revanche, ça a eu un impact très fort. Donc, on voit bien... nous sommes des animaux sociaux et on a besoin de se comparer aux autres. Et donc, c'est très, très efficace, l'émulation. Et c'est ce qu'on fait chez Klépierre entre les centres commerciaux. Et là, ce qu'on vient d'ouvrir avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est de le faire entre les clients de Klépierre et les magasins. Ah, génial. Oui, donc c'est vraiment une manière de stimuler. C'est hyper intéressant. Je suis sûre que ça va servir à plein de personnes qui nous écoutent, ce mécanisme-là. Hyper intéressant à garder en tête. Et ben, merci beaucoup. Écoute, pour ce bel exemple de ce que vous pouvez faire et de concrètement quel mécanisme vous utilisez pour y arriver, pour que ça fonctionne pour vos clients. Je veux bien que tu nous racontes aujourd'hui, quand tu regardes les années qui ont passé là pour Deepkey, à quel moment tu penses que l'entreprise aurait pu capoter ? Ouh là là. Je pense qu'il y a plein de fois où ça aurait pu arriver. Et l'un des garde-fous, ou plutôt l'une des choses que tout de suite avec Emmanuel on a mis en place, c'est que tu sais, il y a cette étude dont on entend souvent parler que les entreprises de moins de 5 ans, 80% des entreprises de moins de 5 ans qui mettent la clé sous la porte à cause de problèmes de gestion de trésorerie. Oui. Et puis lorsque j'avais fait des études à Londres, j'avais vu une étude comparable, mais qui disait pas tout à fait la même chose, qui disait que 80% des entreprises qui mettent la clé sous la porte avant 5 ans la mettent parce que les fondateurs ou les managers ne se sont pas bien entendus entre eux. Et donc je me suis dit, je suis sûr c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Ça se trouve, c'est pas même 80%, mais quand même, il y a quand même un lien très fort entre les deux, à mon sens. Et donc très vite avec Emmanuel, on s'est dit, on se connaît pas tant que ça. On doit apprendre à se connaître, à travailler ensemble, surtout quand on lance une entreprise comme ça. C'est un engagement, c'est une sorte de mariage en quelque sorte, et on ne sait pas où on va mettre les pieds. Et puis ce qui s'applique à deux personnes qui créent une entreprise, ça s'applique à un comité de direction, à une équipe qui se met en place, à tout le monde. Et donc on s'est dit, on a besoin de se faire accompagner par des gens dont c'est le métier, des coachs extérieurs, qui vont nous aider en fait à regarder quel est notre rôle
en tant qu'individu dans cette organisation particulière qui est l'entreprise, en plus une entreprise qu'on a créée avec Emmanuel, et puis quelles sont en fait les dynamiques qui s'opèrent entre lui et moi, entre chacun d'entre nous et les équipes avec qui on travaille, avec soi-même aussi, et essayer de comprendre pourquoi il y a ces dynamiques, pourquoi il y a ces... Oui, il y a des fois des blocages ou des résistances. Exactement. Ouais. Ça nous a semblé hyper important de faire attention à cette dimension humaine, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre, de son partenaire professionnel, mais aussi vis-à-vis des équipes avec qui on travaille, et les équipes qui se sont construites avec le temps, pour être sûr de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes blocages, et faire en sorte que l'entreprise fonctionne de la manière la plus harmonieuse possible. Et en fait, on s'est rendu compte un nombre vraiment impressionnant de fois que ça nous a beaucoup aidé, voire ça nous a sauvés, parce que le rôle qu'on a pris dans cette organisation, on a su à travers le temps le faire évoluer pour au démarrage, une entreprise où on n'est que deux et on démarre entre guillemets, non pas dans un garage, dans un café en ce qui nous concerne, mais et où on fait à peu près tout, à une entreprise aujourd'hui où on est 150 et où nos rôles, nos activités respectives ont considérablement évolué. Et on est tellement convaincu de cette démarche qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des managers qui sont suivis et qui travaillent dans cette dynamique parce que c'est essentiel pour que ça fonctionne bien, quoi. Génial. Oui, c'est clair, c'est hyper intéressant et en plus on en parlait, j'ai interviewé récemment Ashoka et on parlait du fait que la transformation, il travaille beaucoup sur la transformation des grands corporates, enfin des grandes entreprises, et il disait que ça passait à chaque fois aussi par la transformation de la personne en charge. Au final, si elle-même n'est pas convaincue et elle-même ne se fait pas accompagner, c'est difficile de pouvoir aller impulser une transformation sur des gros paquebots qui sont les grosses entreprises aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est vraiment clé, me semble-t-il. Alors, raconte-nous, pour finir sur cette grande partie autour de votre marketing, c'est quoi le gros défi à venir pour vous? Nous, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, nous avons 13 nationalités au sein de l'entreprise. On a une plateforme qui est dans 9 langues, mais en réalité, s'organiser pour gérer une entreprise qui croît à l'international, qui accompagne des clients de nature très diverse, c'est vraiment un sujet c'est vraiment une aventure. Par exemple, on se rend compte que pour signer certains clients qui sont des grands clients internationaux, comme Generali en Italie ou Allianz en Allemagne, ça va. Ils sont d'accord de travailler avec des entreprises basées à Paris ou à Londres, donc c'est facile. Mais pour toucher tous les autres, les entreprises, pas forcément toujours de plus petite taille, mais de taille plus moyenne, qui elles, ont envie de travailler avec des Allemands ou des Italiens parce qu'elles sont allemandes ou italiennes. Mais il faut apprendre à localiser les contenus, à avoir des interlocuteurs qui parlent la langue de manière native, à montrer qu'on connaît aussi bien le marché allemand que le marché italien, que le marché britannique ou français. Et là, c'est un investissement en termes de recrutement, c'est un investissement en termes de marketing, c'est un investissement à plein d'égards en termes d'organisation. Et donc ça, faire en sorte que tout le monde suive au même rythme une entreprise qui est en pleine croissance, même en hyper croissance, c'est vraiment le plus grand défi qu'on a. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, en y pensant, il y a la partie logistique, c'est-à-dire installer des bureaux physiques. Il y a le fait de savoir faire confiance et déléguer. Il y a le fait de réussir à développer une marque employeur pertinente, mais en différentes langues, différentes zones. Donc créer du contenu. Donc oui, c'est hyper complexe au final. Oui, absolument. Et c'est pas évident non plus parce que on se rend compte que recruter, même dans des pays qui sont pas si lointains que ça, mais on recrute pas du tout de la même manière en Grande-Bretagne qu'on recrute en France, par exemple. En France, vous pouvez créer du lien avec un candidat potentiel via LinkedIn si vous chassez en approche directe avec l'équipe de recrutement. En Grande-Bretagne, non, vous n'approchez pas de manière directe sur LinkedIn. Enfin, c'est moins bien perçu. Il faut mieux passer par des chasseurs de tête. Et puis, il y a une façon de s'y prendre. Enfin, tout ça, cet apprentissage sur le recrutement, c'est le même sur la gestion des clients, c'est le même sur la gestion des partenaires. Et c'est encore le même sous la gestion de l'entreprise en tant que telle. C'est incroyable la diversité réglementaire, légale, fiscale qu'il y a d'un pays à l'autre. Tout ça pour que ce soit cohérent et que ce ne soit pas inconsistant, parce que une des questions, par exemple, dont je te fais part, Mélodie, mais qu'on se pose en permanence, c'est doit-on avoir une politique globale corporate RH ou doit-on s'adapter à chaque pays ?
en termes de nombre de jours de congé, en termes d'avantages salariaux, C'est Eh clair. ben, on n'a pas encore répondu complètement. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi la réponse? C'est hyper dur en Ouais, fait. Parce qu'en fait, c'est comment on s'adapte culturellement à chaque zone, ce qui paraît juste évident. Ça me rappelle mes cours de commerce international. Il y a cette notion d'acculture, de s'adapter à la culture et en même temps de garder la culture de l'entreprise, peu importe la zone. exactement. C'est là encore une question d'équilibre pour beaucoup. Et il y a ça, tu l'as dit, un mot important, la culture. C'est-à-dire que quand on grandit vite, un de nos points d'attention au quotidien, c'est ne pas perdre cette culture. Et c'est lié à ce que je viens de dire sur l'internationalisation, mais quand même, c'est le même problème sous un autre angle, c'est comment faire en sorte que les valeurs clés de l'entreprise soient maintenues, quel que soit le nombre de personnes dans l'entreprise. Ça, c'est pas facile. Tu m'étonnes. Bah, écoute, merci beaucoup de livrer aussi ces questionnements et aussi de dire en transparence que c'est en cours. Ah oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation, beaucoup d'entreprises dans cette situation. Donc, c'est hyper précieux d'aussi entendre que ce sont des réflexions partagées et qui n'ont pas toujours encore de solution. C'est aussi, dans tous les cas, la première étape, c'est de poser la question. Donc, c'est déjà un bon début. Écoute, il me reste à te poser les dernières petites questions de ce podcast. La première, c'est ton conseil marketing pour les auditeurs. Il faudrait mieux demander à Caroline, qui serait notre CMO, qui serait plus à même de donner un conseil. Mais je crois que c'est sur cette notion, on a appris avec le repositionnement à communiquer a priori, parce qu'on ne le faisait pas suffisamment, nous, et qu'on avait tort de ne pas le faire. Néanmoins, je trouve que dans la communication a posteriori, il y a une valeur énorme. Parce que les communications des uns et des autres ont tellement été galvaudées au fil du temps, que ce soit les sportifs, les politiques, les chefs d'entreprise, les entreprises de manière générale, et communiquer une fois que l'on sait, une fois que l'on peut apporter des éléments, je trouve que ça crédibilise énormément. Il y a un tel océan de communication pour indiquer que telle ou telle entreprise démarre tel ou tel projet. Ok, mais c'est quand même mieux lorsque tout est réalisé. Et la force, je trouve, de la réalisation, de la mise en œuvre, a un impact qui est une preuve par l'exemple, une preuve par la réalité, qui est beaucoup plus forte, je trouve, en termes de communication. Bon, voilà, c'est mon avis. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui en termes de support, en termes d'inspiration? Écoute, il y a François, notre DRH, qui m'a prêté un livre lorsqu'il est arrivé, de Nayar Vinit, un patron d'une entreprise informatique indienne, qui s'appelle Employees First, Customers Second. Et j'ai adoré ce bouquin. Alors, c'est encore un énième bouquin de management. On va t'expliquer en 200 pages comment bien gérer les choses. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est qu'il mettait au cœur de la stratégie de l'entreprise les collaborateurs, les employés. Et on dit souvent, nous, chez DeepKey, que notre premier actif, c'est les personnes qui constituent l'entreprise. Ce n'est pas nos clients, ce n'est pas notre logiciel, c'est les personnes qui constituent l'entreprise. C'est notre tout premier actif. Et en fait, j'ai été très fier, très honoré même de me rendre compte que parmi toutes les préconisations, les bonnes pratiques qu'il partageait dans son livre, au fil des exemples et l'expérience qu'il partageait, cet auteur, eh bien, il y avait une bonne partie, un bon tiers, une petite moitié, qu'on avait déjà mise en place, plus ou moins de la même manière, et donc, ça m'a ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que nous aussi, on pense que si nos collaborateurs se sentent bien, s'ils sont épanouis, s'ils donnent du sens au quotidien à ce qu'ils font, eh bien, de fait, on aura un logiciel qui est de qualité, de fait, on aura des clients qui seront satisfaits, et de fait, l'impact de nos actions, l'impact de ce qu'on essaye de faire par nos clients sera plus important, et donc on réduira l'empreinte environnementale, et en particulier liée au changement climatique de l'immobilier. Et ça, c'est très fort. Alors, ça veut aussi dire qu'il nous reste 2/3 des actions du livre à mettre en œuvre, donc il y a du boulot, mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très juste, qui était qu'on ne peut pas avoir un désalignement. J'y crois pas trop, en fait, la politique RH qui est construite indépendamment de la politique marketing, elle-même construite indépendamment de la stratégie ou de ce qui est apporté aux clients. Je pense que s'il y a un alignement d'intérêts, un alignement de fonctionnement au sein de l'entreprise, dans toutes les dimensions de l'entreprise, c'est ça qui permet d'aller vite et d'être efficace dans son projet d'entreprise. Hyper intéressant, carrément. Cette notion d'alignement et de ne pas faire des silos avec chacun sa stratégie et on se retrouve à l'arrivée. Non, on est tous ensemble, quoi. Ouais, absolument.
Ok, génial, merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que tu peux me parler d'un acteur que tu recommanderais pour ce podcast? Un acteur que je recommanderais, Tu me disais qu'il y en avait plein. Alors, à chaque fois, j'en demande un seul. c'est ça le plus difficile. Tu as le droit d'en donner 2 ou 3. Et c'est un acteur que tu pourrais interviewer ou c'est quelqu'un Oui, oui, quelqu'un qui aurait des choses à dire, tu vois, là, c'était hyper intéressant et merci encore d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ça. Et l'idée de cette question, c'est de se dire, il y a qui d'autre en face qui peut aussi avoir des choses à raconter autour de ces leviers marketing. Et comme quand on bosse, quand on a monté voilà une entreprise à impact qui est passée de 2 personnes à 150 et puis qui continue, qui est à l'international, etc. Voilà, quelqu'un qui aurait quelque chose à raconter aussi sur ces sujets-là. Je pense assez naturellement, maintenant que tu dis ça, à l'investisseur Citizen Capital. Oui, ok. Citizen Capital, c'est un fonds investissement early stage, série A, série B pour les entreprises qui ont un impact. Ils n'investissent que dans des entreprises qui ont un impact. Alors, je fais le disclosure complet. Ils ont un disclaimer complet. Ils ont investi chez Dipkey, mais c'est eux qui nous ont accompagnés pour monter la certification B Corp. On apprend beaucoup à leur côté parce que ils ont des entreprises très très variées. Ce ne sont pas du tout des entreprises forcément dédiées au logiciel. Mais résultat, ils agrègent toute une panoplie d'expériences très différentes sur l'impact, que ce soit l'impact social, l'impact gouvernance ou l'impact environnemental. Et donc, je pense qu'ils ont plein de choses à dire aussi. Carrément. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour tous ces partages et pour cette demi-heure passée ensemble. Et très curieuse de continuer de suivre les aventures Dipkey et de voir comment vous évoluez. C'était vraiment précieux d'entendre tout ça et de faire une plongée avec toi à l'intérieur de cette jolie entreprise. Merci mille fois, Mélodie, pour cette opportunité. À très bientôt. Au revoir. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite!